Bonjour, juste une petite vidéo pour parler de cette introduction à la physique quantique qu'on a vue en classe pour parler des effets quantiques qui sont liés aux nanotechnologies. Quand on parle de physique quantique, la chose importante à comprendre, c'est qu'on est en train toujours de parler de physique. Si on reparcourt un peu l'histoire de la physique, en fait, on voit que depuis longtemps, depuis toujours, on s'est posé des questions sur la nature et le fonctionnement de la réalité autour de nous. D'abord, c'était le principe d'autorité qui guidait l'adhésion en théorie. Et seulement il y a 400 ans, avec Galilée, on a adopté ce qu'on appelle la méthode scientifique. Pour adhérer à une théorie, il faut une expérience qui montre que la théorie est correcte. Donc on refuse les principes d'autorité et on accepte plutôt l'idée d'avoir des expériences qui supportent la théorie. Avec ces principes, on a vraiment développé beaucoup de thèmes de physique importants grâce à toute une série de scientifiques qui ont exploré différents domaines comme Pascal, Newton, Maxwell, Joule, etc. Toutes ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun la méthode que depuis on appelle vraiment la méthode de la physique. Donc, appliquer la méthode scientifique, faire une série d'allers-retours entre théorie et expérience. Leur découverte a ouvert la porte à plein d'applications de nouvelles technologies et ce qu'ils ont trouvé a été validé par une communauté scientifique. On appelle à partir de Galilée, en fait, ce domaine des sciences, des questionnements de la matière, ce qu'avant on appelait philosophie. Et maintenant, on commence à l'appeler physique. Et dans cette partie, c'est un siècle de recherche. En fait, on étudie des objets avec une masse, pour lesquels, par exemple, on décrit les mouvements. On assume les principes de causalité. Donc, il y a une cause et il y a un effet. On arrive à faire des prévisions précises. On dit que c'est une physique déterministe. C'est pour ça qu'on peut faire un exercice et prévoir exactement combien de temps ça prend pour aller d'ici à là. L'énergie, comme toutes les autres grandeurs, c'est une grandeur continue. Elle peut prendre toutes les valeurs. Alors, en fait, tout ça marche très bien. On arrive au début du XXe siècle où on a tout un bagage de connaissances, de réponses, des phénomènes qu'on arrive à expliquer vraiment avec des formules cohérentes dans lesquelles on fait vraiment avoir un bon accord entre théorie et expérience. Mais néanmoins, il y a aussi des problèmes. Il y a des problèmes qui, à ce moment-là, il y a 125 ans, ont l'air vraiment très, très, très difficiles à résoudre. Par exemple, juste avant la fin du 19e siècle, on découvre, dans ce qu'on pense être l'atome indivisible, on découvre l'électron. Donc cet objet ultime qui a été considéré l'atome, il se révèle ne pas être si ultime, mais à son tour, il contient d'autres particules. Et la première particule découverte sera l'électron. Cet objet attire vraiment plein de curiosité, surtout parce qu'il montre plein de problèmes importants. Par exemple, on découvre l'effet photoélectrique. Si on envoie des électrons sur une plaque, surtout des métaux, il y a des électrons qui sont renvoyés. Comment expliquer cette relation entre les électrons et la lumière? On n'a pas une solution. Deuxième chose, maintenant, en 1900, c'est l'exposition universelle à Paris. Il y a du courant électrique dans toute la ville, on l'appelle la ville lumière. Et on n'a pas compris qu'est-ce que c'est le courant électrique. Aucune idée. On l'utilise, on sait qu'il faut un fil, il faut de la continuité, mais on n'a aucune idée de ce qui se passe vraiment dans ces fils. C'est vraiment un des thèmes où la technologie a dépassé rapidement la théorie et on ne sait pas expliquer. Et après, l'autre question, on ne le voit pas ici, c'est la stabilité de l'atome. Initialement, on avait trouvé fascinante la théorie de l'électron qui orbite autour du noyau, mais on se rend rapidement compte que cette stabilité pourrait durer seulement quelques nanosecondes.
après, l'électron serait en train de tomber sur les noyaux vu que lui, il a charge négative et dans les noyaux, il y a des protons à charge positive. Vu que la matière est stable, beaucoup plus de quelques nanosecondes, on n'a aucune idée de comment expliquer la stabilité de l'atome. L'autre problème qu'on traîne depuis un moment, c'est le problème de la lumière. Est-ce que la lumière, c'est une onde, quelque chose qu'on peut décrire comme ça, ou est-ce que c'est une particule, un objet pour lequel on peut vraiment décrire les mouvements? Une onde, c'est quelque chose qu'on peut décrire comme un transport d'énergie, c'est un transport de matière. Au contraire, un corpuscule, une particule, c'est un corps. Donc, on peut décrire bien les mouvements. Et donc, quelle est la nature de la lumière? Cette question est là depuis des siècles. Déjà, il y a 300 ans, entre Newton et Huygens, il y avait eu un méga débat par rapport à ça. Newton soutenait la théorie particulaire, corpuscule, et Huygens, en fait, la théorie onde. Et à l'époque, on avait tendance à donner raison à Newton parce qu'il avait plus d'autorité. Mais les deux amenaient des expériences pour soutenir leur thèse qui étaient correctes et qui bien allaient respectivement avec un modèle ou avec un autre. En fait, ça parle beaucoup de notre façon très humaine d'apprendre, de classifier les phénomènes. On aime bien placer différents objets dans différents tiroirs, différentes, on dit, catégories. Par exemple, ceux qui étudient les animaux, donc par exemple les mammifères, ceux qui prennent soin de leurs bébés, et les animaux qui allaitent leurs bébés, et les ovipares, ceux qui pondent des œufs, qui ensuite s'éclosent sans forcément la présence de la maman. Mais ça, c'est une façon qu'on a, les humains, de regarder la réalité et essayer de la comprendre en faisant des catégories. Mais parfois, il faut être prêt, il y a des choses qui ne se placent pas bien à être mis dans un tiroir plutôt qu'un autre. C'est le cas de l'ornithorynque qui pond des œufs, mais après, il allaite les bébés. Donc, où les placer? Donc, quelque part, on a beau envie de se créer des catégories, mais parfois, la réalité est plus grande de nos catégories. Pareil pour la lumière, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter pour les scientifiques du début du XXe siècle, mais qui progressivement est soutenu comme idée, c'est la dualité onde-particule. En fait, on assume, on accepte, et c'est vraiment difficile à niveau mental d'accepter une chose pareille, que la lumière soit une onde et une particule. Il est les deux à la fois. Elle a une double nature. Et donc, il n'y a pas un seul tiroir où on peut l'arranger. Il y a des expériences où elle montre plutôt la nature corpusculaire et des expériences dans lesquelles il ressort plutôt la nature particulière. On peut voir comme cette image. Donc, quelle est la vraie ombre de cet objet? Donc, ça dépend de l'expérience qu'on mène. Et donc, en fait, on commence au début de 900 à avoir la lumière comme quelque chose qui a une double nature. Et là, c'est l'idée de génie. C'est Louis de Broglie, en 1923, qui propose, en fait, une chose vraiment out of the box. Il dit, si on accepte pour la lumière une double nature, pourquoi on ne peut pas considérer l'électron, la particule par excellence, comme une onde? Pourquoi on n'essaye aussi pas d'appliquer cette dualité aussi à l'électron? Et donc, en fait, il gagnera le prix Nobel en 1929 pour la nature ondulatoire des électrons. On imagine une dualité onde-particule aussi pour les électrons. À partir de ça, beaucoup de personnes qui avaient commencé à chercher des réponses aux problèmes qu'on a mentionnés avant et à d'autres problèmes vraiment bacillaires pour compléter les cadres de physique commencent à travailler ensemble et à mettre en commun les différents résultats. C'est vraiment un travail collectif où plusieurs personnes se distinguent et collaborent ensemble, discutent aussi beaucoup. Les débats sont très animés. Et finalement, en fait, il y a aussi des femmes qui participent, comme Marie Curie. On doit mentionner, dès qu'on voit une femme impliquée en première file dans le développement de la physique. En fait, tout ce travail collectif sert pour préparer ce qu'on a une nouvelle physique, qu'on appelle donc une physique quantique.
Cette physique étudie l'électron comme s'il était en onde. Et en fonction d'onde qui décrit l'électron en termes de probabilité, on ne peut pas connaître toutes les grandeurs. On parle d'indétermination. On peut connaître la position ou la vitesse, pas les deux au même moment. L'énergie est une grandeur quantifiée qui peut avoir des valeurs entières précises et pas toutes les valeurs. Il y a beaucoup de principes qui se mettent ensemble pour composer une théorie uniforme et cohérente et on développe des outils mathématiques exprès pour faire des calculs et pour décrire cette physique quantique qui devient donc une physique nouvelle, une nouvelle physique qui est différente de la physique qu'à partir de maintenant on appelle classique, une physique comme on a dit où il y a une masse, un cause effet, un déterministe, où les grandeurs sont continues. Mais les deux sont tout à fait de la physique. Donc les deux appliquent la méthode scientifique, aller-retour entre théorie et expérience, ouvrent la porte à des technologies et sont validés par une communauté scientifique. Donc après, il y a beaucoup d'idées reçues, on entend plein de commentaires, parfois plus ou moins corrects sur la physique quantique. Ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment la partie de la physique qui est actuellement la discipline la plus précise que l'humanité a jamais conçue. Il y a une précision de 11 chiffres significatifs. Donc ça veut dire qu'elle décrit vraiment bien ce qui est fait dans les expériences. Il y a vraiment une adhésion très forte. Parfois, c'est difficile à comprendre interpréter pourquoi la matière se comporte comme ça. Mais c'est le cas un peu pour tout. Si on utilise aujourd'hui les lasers, les trains à lévitation, les IRM, les mémoires flèches, les LED, les transistors, les ordinateurs quantiques, si on fait des expériences au CERN, si tout cela vous semble utile, la physique quantique est utile et on l'a vraiment dans notre poche. Je vous propose ce nom comme quelqu'un qui est vraiment passionné pour la vulgarisation de la physique. Là, c'est un livre qu'il a écrit. Et là, on mentionne quelques applications. Et il y a eu déjà beaucoup de prix Nobel. Et encore récemment, 2022, 2023, prix Nobel pour des applications de la physique quantique. Voilà. Et normalement, en fait, on dit la physique quantique n'a pas vraiment une échelle. Simplement, il y a des situations où on arrive à mieux décrire avec la physique quantique et d'autres occasions où en fait on peut utiliser la physique classique. Il n'y a pas un domaine, il n'y a pas une échelle. Simplement, il y a les deux qui permettent d'expliquer différentes choses. Donc c'est important de comprendre ça dans le sens où il y a des technologies qui après se passent vraiment à niveau nano et qui sont liées à la physique quantique. C'est pour ça qu'on parle de ça.